Merci, bonsoir, merci beaucoup Président pour votre invitation. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est un exercice très très intéressant que de s'entendre parler un an après. J'ai beaucoup apprécié. Tout d'abord, je souhaite vous présenter mes excuses pour bouleverser un peu le déroulement, mais c'est une soirée très très chargée. On était à Niederwiller, après on va encore à Sarrebourg, à Dabo, et on se retrouvera à Sarrebourg en fin de soirée. Donc on gère ça vraiment au cordeau. Je souhaite vraiment partager l'hommage que le Président a rendu à toutes celles et tous ceux qui se sont engagés pendant des décennies dans la vie publique, dans la vie communale, qui arrive au terme de ce bel engagement. Je discutais avec M. Ross tout à l'heure, il a été maire bien avant que je sois né. Donc c'est vous dire si je ne peux pas mesurer ce que représente cet engagement. Et moi-même, j'arrive au terme de 12 ans de mandat municipal, donc voilà, en tant que conseiller municipal, mais c'est déjà un petit bout aussi. Et en tout cas, un grand merci. Je sais qu'au quotidien, on est, et vous êtes surtout en prise directe avec les problèmes des concitoyens. On a coutume de dire dans les cénacles parisiens, de manière un peu pompeuse, les sentinelles de la République quand on veut dire du bien des maires. Mais je crois que dans nos territoires, ça veut vraiment dire quelque chose. Et dans des territoires, encore une fois, ruraux comme les nôtres, on a besoin de cette proximité-là pour pouvoir développer une qualité de vie et des projets de qualité. Alors, effectivement, je ne crois pas beaucoup m'être trompé l'année dernière quand j'ai parlé. Alors bien entendu, quand je parlais d'électrochoc des Gilets jaunes, ne pensez pas forcément aux images qu'on verrait à la télévision avec effectivement une minorité violente, très violente, et des envies de renverser le système. Je pensais plutôt aux pères de famille que j'avais croisés sur la voie rapide qui m'expliquaient les difficultés de fin de mois quand on travaille et qu'on ne peut plus faire plaisir à ses enfants. C'est vraiment, moi, l'électrochoc auquel je pensais, et auquel je pense toujours, parce que pour moi le problème n'est pas réglé, c'est celui des fins de mois, c'est celui des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont aucun moyen d'agir encore sur leur rémunération aujourd'hui et qui ne parviennent plus à les boucler. Et je crois que c'est toujours d'actualité et il y aura encore des arbitrages à faire. Ensuite, on avait parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la diminution des moyens des communes. Cette année, on peut parler de la baisse de la taxe d'habitation. Ça se précise vraiment. Dans les années qui viennent, elle est amenée à disparaître. Moi, je suis toujours très inquiet parce que c'était une ressource dynamique sur laquelle les maires avaient un contrôle. Aujourd'hui, nos concitoyens le perçoivent de manière très positive. Et je discute avec eux. Et ce que la plupart me disent, ils me disent oui, mais pour l'instant, c'est la seule chose qui a baissé. Donc on prend. Sans mesurer forcément derrière les conséquences qu'il peut y avoir. Les agriculteurs, eux, le mesurent très bien, parce que les agriculteurs savent très bien compter, et ils savent que le jour où les seules ressources dynamiques qui restent comme levier, quand une commune a des problèmes, c'est la taxe sur le foncier non bâti, et bien pour eux, ça peut devenir très rapidement problématique. J'étais pas favorable à la suppression de cette taxe d'habitation, contrairement à d'autres impôts, parce que je pense que dans une commune, tout le monde utilise l'éclairage public, les services publics, tous les projets qu'on met en œuvre, et c'est bien que quand on vit dans une commune, on ait un rattachement, un lien avec toutes les sommes qui peuvent y être dépensées. Ensuite, vous m'avez peut-être entendu avoir une prise de parole assez forte contre le gouvernement et contre le président cette semaine à l'Assemblée, parce qu'il a contractualisé avec les grandes collectivités pour bloquer, et leur a même un peu tordu le bras pour dire que les dépenses ne devront pas augmenter de plus d'1,2%. Vous, dans les petites communes, c'est même souvent en valeur, voilà, voire même baisser le budget pour continuer de tenir dans l'enveloppe. Et le budget de l'Élysée, lui, moi je l'ai connu 3 années de suite en augmentation. Et une augmentation supérieure à l'inflation. Cette année, c'est 2,25%. Ça fait à peu près dans cet ordre de grandeur 3 années de suite. Et alors, quand on vous répond de manière imperturbable qu'il faut que la cuisine à Brégançon soit mise aux normes pour pouvoir accueillir des hôtes de marque, eh bien, on a du mal à entendre ça. Ce n'est qu'un petit exemple, c'est sans doute pas le gros du budget de l'État, loin de là, mais bien entendu, comme toujours, quand on veut avoir des exigences vis-à-vis des gens, il faut commencer par se les appliquer à soi-même. Ce soir, je ne serai pas critique envers l'État, monsieur le sous-préfet, parce qu'en plus je n'ai pas le temps, mais je parlerai de nous, législateurs, parce que l'année dernière, tous les interlocuteurs ont évoqué la complexité. C'est un mot que j'avais aussi couché cette année sur ma feuille. Et je crois qu'on ne va pas dans le bon sens. Et je donne juste 2 exemples, parce que dans les semaines qui viennent, on va étudier au Parlement un projet qui s'appelle Engagement et proximité, qui traite notamment des maires, qui traite notamment des compétences des communes. Et 2 points me laissent stupéfait. Et attention, je pense que dans ce texte, il y a des bonnes choses pour les communes.
je veux le dire ici aussi, mais 2 points me laissent vraiment complètement stupéfait. Le premier, c'est qu'on va créer, après avoir imposé le transfert de la compétence eau et assainissement aux intercommunalités, puis avoir permis éventuellement un report à 2026, la possibilité de les transférer à l'interco et la possibilité pour les intercos de vous les déléguer de nouveau pour la gestion. Je ne pense pas qu'on répare une bêtise par une autre bêtise, pour le dire poliment, et ça devient vraiment, ça va devenir réellement kafkaïen dans certains endroits. Et la deuxième chose, vous avez dû en entendre parler parce que vous êtes concernés, c'est l'évolution des indemnités des maires. Alors entre le projet de départ qui disait pour certains une augmentation de 500%, mais la nécessité de se faire voter le montant, ce qui vous met quand même en porte-à-faux vis-à-vis de vos concitoyens avec des problèmes convenus. Moi j'imagine très bien, mais le problème c'est qu'à Paris souvent on imagine un modèle unique qui s'applique aux très grandes villes et aux petites communes. Et donc le projet de loi tel qu'il était passé en Conseil des ministres, il prévoyait ça. Il a été bien amendé déjà au Sénat. Maintenant, ça va être le système un peu qu'on connaît aujourd'hui. Alors les augmentations ne sont pas les mêmes en fonction des strates et on verra ce qu'il en ressortira encore de la navette parlementaire et du vote chez nous. Ça peut encore changer, des augmentations de 30, 20%, etc. Mais surtout, de base, la rémunération sera celle-là et éventuellement on se fait voter moins. Alors moi je préfère les choses systématiques, que les règles soient les mêmes pour tous. Mais en tout cas, la version initiale du texte vous aurez mis dans une situation très périlleuse au sein de vos communes pour expliquer devant vos administrés pourquoi vous vous faites voter tant et pas zéro et pas... Voilà, on sait tous ce que c'est, on y est tous confrontés. Donc, bon, je crois qu'en termes de complexité, malheureusement, le mieux est souvent l'ennemi du bien et il faut reconnaître aujourd'hui qu'on ne va pas dans la bonne direction. On avait parlé aussi des moyens qui sont à votre disposition. Alors Madame la sous-préfète disait la DETR augmente, et c'est vrai, mais elle avait récupéré une partie de notre réserve parlementaire anciennement, que moi je n'ai pas connue, elle a été supprimée quand je suis arrivé. Et la moitié était repartie dans la poche de Bercy, ensuite 2/6 dans la DETR, mais ça au moins ça revient sur le territoire, monsieur le sous-préfet, donc ça ok, et 1/6 dans le FDVA. Et j'ai reconsulté aujourd'hui la liste des associations qui avaient touché du FDVA, Fonds de développement de la vie associative. Pour moi, normalement, en tout cas quand nous on le répartissait, petits projets de petites associations dans les territoires. Je suis assez furieux de constater ce que j'ai constaté, à savoir que beaucoup de comités départementaux, comité départemental de basket, comité départemental de boules, touchent des subventions supérieures à ce que touchent les associations du secteur. C'est-à-dire que ça repart en haut, c'est recentralisé, et ça ne revient pas dans les petites associations. Ça ne peut pas aller comme ça. Malheureusement, les parlementaires, qui sont toujours aussi radioactifs, ont été écartés de cette commission-là, mais j'en parlerai à Gaëtan Bénimédouren, le maire de Château-Salins, qui siège à la commission, pour lui dire que nos petites associations dans les territoires, elles ont besoin d'aide directe de financement qu'on ne peut plus nous leur apporter. Toi, tu as aussi, avec le département, moins de marge de manœuvre de ce côté-là, vous aussi. Donc il faut absolument que ça vienne directement à la base, sans être filtré par les fédérations ou les ligues ou les comités. Je voulais vous dire aussi que je suis bien entendu avec mon équipe d'attachés parlementaires, toujours à votre disposition s'il y a des questions, s'il y a des problèmes. On a la possibilité de solliciter les cabinets des ministres pour obtenir des réponses, il ne faut pas hésiter. Et ensuite, finir simplement en conclusion en parlant de l'avenir qui est devant nous et de l'importance de tous les projets qui restent à mener. Et rappeler une chose qu'un célèbre ancien président m'a dit récemment, et m'a dit, tu sais, n'oublie jamais une chose, c'est la démographie qui fait l'histoire, et c'est pas l'histoire qui fait la démographie. Et dans nos territoires ruraux, ça a une acuité toute particulière, parce qu'on voit bien dans nos villages qu'il y a de moins en moins de jeunes. Et donc ça veut dire que la pierre angulaire de tous les projets qui sont menés dans les communes et par la communauté de communes, et dans 2 semaines, même dans 1 semaine, Monsieur le Président, on ira inaugurer Norma, que la Comcom avait réussi à attirer à Sarrebourg. C'est 180 emplois, 180 familles, peut-être que tu en parleras tout à l'heure, mais ça c'est des excellentes nouvelles, parce qu'ils ne vont pas tous venir à Sarrebourg, certains viendront aussi vivre autour, finalement, et trouveront leur bonheur dans vos villages avec des enfants. Eh bien, la pierre angulaire, c'est ça, c'est l'emploi, et c'est attirer des jeunes pour avoir un peu plus une démographie un peu plus favorable dans nos communes.
Alors on a encore une feuille de route qui est très compliquée et on aura très bientôt une réunion sur la cyanobactérie, parce que je vois les maires qui viennent aussi du côté des étangs, et pour notre activité touristique et associative estivale, ça sera de plus en plus avec les épisodes de caniculaire un vrai souci. Donc je remercie monsieur le sous-préfet et la préfecture d'avoir donné suite aux demandes de tous les acteurs et d'organiser cette mobilisation-là. Et puis derrière, bien sûr, encore beaucoup de projets. La piste cyclable était déjà évoquée l'année dernière. Roland, je pense, là aussi, je lui laisse en dire un mot. Et en tout cas, dire que tous ces combats-là, et là je rejoins ce qu'avaient dit les interlocuteurs l'année dernière, doivent être menés de concert. Il y a des projets maintenant qui soient économiques ou en termes d'infrastructures sur le territoire qui ne peuvent plus être menés qu'à des échelons qui ont des moyens. Ça veut dire l'aide de monsieur le sous-préfet, merci d'avance, et ça veut dire aussi les investissements de l'intercommunalité. Donc là-dessus, ça nécessite encore beaucoup de travail de notre part. Alors moi, je m'engage, mais c'est qu'un député sur 577, à ne pas voter des choses qui vous complexifient la vie. Bon, on verra. Il y aura du bon et du moins bon dans cette loi engagement et proximité. En tout cas, je pense que pour notre territoire, on s'en rend de plus en plus compte. On était tout à l'heure à Niederwiller. Il y a une qualité de vie qui commence à être reconnue. On a réussi ces dernières semaines à attirer 3 médecins pour l'hôpital de Sarrebourg qui viennent de l'extérieur. Donc les gens commencent à vouloir donner leur chance à cette ruralité, en disant la vie dans des métropoles, où la vie est très chère, de plus en plus saturée. Il faut voir ce que ça devient, le métro, c'est de pire en pire, et les autoroutes à Strasbourg, c'est de pire en pire. Vous ne pouvez plus élever des enfants dans ces conditions-là. On a notre chance à saisir. Donc ce message que je veux porter ce soir, il est aussi très positif, et je vous souhaite déjà, je ne vais pas dire une bonne retraite, parce que quand on s'est engagé dans la vie d'une commune pendant autant d'années, on ne reste jamais complètement inactif, mais en tout cas beaucoup de plaisir dans la nouvelle vie de ceux qui tournent la page, et beaucoup de réussite encore pour ceux qui continuent. Merci beaucoup.